Non, mais je trouve que c'est vraiment innovant ce que tu dis là parce que on pense toujours au médiateur qui vient comme le pompier Mm. qui va éteindre les flammes. Mais en fait, ça peut être aussi la personne qui va dire comment ne pas allumer le feu. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Ben, tu sais, comme je le disais, quand on échange, tu fais souvent référence à ta profession de médiateur. En fait, t'es pas seulement médiateur, hein, puisque tu animes des formations qui permettent à des personnes de devenir médiateurs. Mais en fait, ça veut dire quoi exactement être médiateur? Alors, médiateur professionnel. Ouais. C'est important de le préciser parce que médiateur, ça n'a pas toujours été une profession, en fait. Ça a été une activité que des personnes pouvaient exercer le soir après le travail ou à la retraite, en tout cas en activité annexe, et qui ne nécessitait pas de compétences particulières à part un peu de bon sens et quelques connaissances en droit. Mhm. Mais en fait, intervenir dans des situations conflictuelles, ça demande des compétences spécialisées. Et je te dirais que plus souvent que rarement, ces tiers qui intervenaient n'obtenaient pas de résultats probants. Alors, il a bien fallu définir les champs d'intervention du médiateur, le cadre d'application de la médiation, et puis il fallait également équiper le médiateur de compétences et d'outils performants. Donc, si tu veux, à partir de là, il y a plusieurs courants de pensée qui se mettent en place dans la médiation. Et donc, des parcours de formation se sont ouverts avec des cursus spécifiques. Alors bon, je ne vais pas tout détailler ici, mais on peut retenir 2 propositions de formation en principal. Une qui propose de se former au droit, à la psychologie, aux modélisations telles que le triangle de Karpman, la courbe du deuil de Kubler-Ross, la roue de Futak, et puis d'autres modèles qu'on retrouve également dans le management. Et une autre école qui forme les futurs médiateurs à l'ingénierie relationnelle. Ça, je l'ai dit souvent dans nos échanges. Moi, je suis formée à l'ingénierie relationnelle et je forme les futurs médiateurs. Tu l'as dit, effectivement, je fais de la formation. Ouais. Je forme ces futurs médiateurs à l'ingénierie relationnelle parce que c'est l'instrumentation la plus pertinente pour ce tiers qui doit intervenir dans une dynamique conflictuelle. Tu vois, c'est-à-dire que ce tiers, en fait, il doit savoir ce que c'est qu'une relation. Il doit savoir comment elle peut se dégrader au point de devenir conflictuelle et aussi comment, à l'aide de processus spécifiques, il va pouvoir restaurer l'entente entre ces personnes qui sont impliquées dans le conflit pour qu'elles puissent sortir de ce conflit. Et ça, évidemment, ça nécessite un accompagnement très précis de la part du médiateur qui doit aussi avoir une connaissance des issues possibles au conflit. Tu vois, avec des issues qui ne sont pas dans l'adversité, puisque ça, ils savent déjà faire, Ouais. mais dans la reconnaissance de chacune des parties. Donc tu vois, c'est une profession, et bien comme toute profession, il y a une expertise à acquérir et cette expertise porte sur la relation. Oui, mais souvent, on entend parler de l'intérêt de la médiation. D'ailleurs, ce qui se dit, c'est que la médiation, ben, c'est un moyen de gagner du temps, de gagner de l'argent, de désencourager les tribunaux par rapport à une procédure judiciaire, mais c'est... Oui, c'est vrai, mais c'est pas l'intérêt premier, en fait. Ok, d'accord. L'intérêt premier, il est relationnel. Et c'est ce que valorise la médiation professionnelle. On a déjà parlé toutes les deux de la conflictualité en concluant sur le fait qu'elle n'est pas une fatalité. Oui, tout à fait. Tu vois, quand madame et monsieur divorcent, le conflit n'est pas une fatalité. Il l'est quand les personnes ne sont pas accompagnées par un tiers qui va les mener à ce que nous appelons une inimaginable discussion. C'est-à-dire que ce médiateur formé à l'ingénierie relationnelle va les amener dans un espace d'entente et dans cet espace, madame et monsieur vont pouvoir discuter, réfléchir, évaluer ensemble la situation, tu vois, échanger sur leur point de vue et choisir ensemble comment ils vont définir ce nouveau projet relationnel. Ouais. C'est eux qui vont convenir, eh bien, s'ils reprennent leur relation telle qu'elle était avant le conflit, ou alors s'ils doivent porter des aménagements spécifiques pour continuer leur relation, ou bien s'ils décident ensemble, eh bien, qu'ils ne souhaitent plus être en relation. Ouais, c'est quand même assez révolutionnaire ça, parce que ce qu'on entend souvent dans la résolution de conflits, c'est que on amène les personnes à... En fait, le médiateur, il veut les rabibocher à tout prix. Les personnes peuvent décider librement de ne plus être en relation sans pour autant être en conflit. Oui, le rôle du médiateur n'est pas de rabibocher les personnes, comme tu dis. Et tu vois, quand je te parle de liberté de décision, c'est vraiment quelque chose d'important dans la médiation. C'est-à-dire que lorsque les personnes choisissent de judiciariser leur affaire, je ne sais pas si elles ont toujours en conscience le fait que, en allant voir un juge,
elles perdent cette liberté de décision. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le juge va trancher et sa décision s'impose aux parties. Alors, sûrement que l'une des deux sera satisfaite parce qu'elle aura gagné. Mais elle aura gagné quoi? Elle aura gagné la maison, la garde des enfants, peut-être une indemnité compensatoire, des droits. Alors oui, elle aura gagné sur le terrain des enjeux et des intérêts. Mais la relation, eh bien, elle sera durablement dégradée parce que l'intervention du juge ne se fait pas sur la relation. Donc, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, la médiation permet de se réapproprier la liberté de décision, mais peut-être aussi, en fait, la liberté d'expression. Parce que finalement, avec le médiateur, les personnes vont parler et ça va leur permettre d'exprimer des choses qu'elles n'auraient finalement pas pu exprimer dans le cadre judiciaire. Exactement. Tu vois, c'est ce que je te disais, le médiateur met en place l'espace nécessaire pour que chaque personne puisse donner son point de vue en toute sérénité. Et ça, c'est souvent le moment où les tensions se dénouent. Parce que pendant le conflit, il y a une émotionnalité telle qu'elle n'était pas en capacité d'écouter le point de vue de l'autre. Et combien de fois j'ai pu entendre lors de réunions de médiation, « Ah, mais j'avais pas imaginé que tu vivais les choses de cette manière-là, toi. Moi, je pensais que tu avais fait telle chose contre moi. » Il y a des prises de conscience, en fait. Exactement. Là, les personnes prennent conscience que dans ce conflit, eh bien, elles étaient deux à l'alimenter. Alors que tu vois, en entrant en médiation, elles pensent toujours que le conflit, c'est l'autre. Ouais. Mais non, parce que pour qu'il y ait conflit, il faut qu'il y ait deux contributeurs, si je puis dire. Et puis, ce processus se déroulant, eh bien, les personnes retrouvent aussi une liberté de réflexion, puisque c'est elles qui vont décider, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de la manière dont elles vont sortir de ce conflit et quelle forme elles vont donner à leur projet relationnel. Donc, en fait, là, c'est 3 libertés qu'elles se réapproprient en choisissant la médiation. Liberté de réflexion, liberté de décision et liberté d'expression. Exactement. Et tu vois, c'est la raison pour laquelle nous militons pour le droit à la médiation. C'est-à-dire que la médiation devienne le premier recours avant le recours judiciaire. Tu vois, que ça devienne un réflexe. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs pour la médiation de la conso et dans des situations de conflit de voisinage, de divorce, où le juge impose la médiation. Mais ce qui est important, c'est que ce droit s'élargisse parce que c'est aussi, de la part du médiateur, une démarche pédagogique. C'est-à-dire que dans une médiation, les personnes apprennent comment se sortir d'une situation conflictuelle. Et cet apprentissage, il participe à l'exercice de la liberté. Tant que ce droit à la médiation ne sera pas appliqué, eh bien, ça veut dire que dans un conflit, dans le cas, tu vois, où par exemple, une des deux parties ne souhaite pas aller en médiation, eh bien, ça prive l'autre d'exercer sa liberté de décision. Donc, la médiation, en fait, là, on vient de voir que le médiateur, c'est celui ou celle, d'ailleurs, qui fait de la résolution de conflits. Exactement. Et ça, c'est un des champs d'intervention du médiateur. Oui, tu viens de dire d'un ou d'une médiateur. C'est vrai parce que le corps féminin de notre syndicat professionnel a fait le choix de médiateur professionnel. Ok, au lieu de médiatrice. Exactement. Quand ce tiers est formé à l'ingénierie relationnelle, en fait, il a les compétences pour intervenir dans les organisations en tant que référent qualité relationnelle. Et là, c'est un deuxième champ d'intervention pour le médiateur. C'est-à-dire qu'il intervient pour former les équipes dirigeantes, les managers, les chefs de service et les employés ou les salariés, les agents, ça va dépendre du type de structure. Il va les former à l'anticipation de ces situations conflictuelles. Et il va le faire en enseignant les fondamentaux de ce qui fait les relations de qualité. Ça veut dire que c'est complètement dans l'idée que être en relation, mine de rien, ça s'apprend, comme on a pu le dire à plusieurs reprises. Oui, je crois qu'on l'a répété dans chacun de nos échanges. Alors, quels sont les objectifs quand le médiateur intervient comme référent qualité relationnelle ou comme médiateur pour résoudre les conflictualités qui peuvent exister dans les organisations? Ça va être la prise en compte de la dimension relationnelle dans l'ensemble des projets des organisations. Tu vois, de créer une culture d'entreprise basée sur la qualité des relations. Et ça va permettre de fluidifier le dialogue social, ça va permettre des échanges plus aisés dans les services, ça va permettre également de faciliter les échanges entre les interlocuteurs sociaux lors des négociations. Tu vois, c'est de mettre de la confiance dans les relations avec comme objectif final de permettre aux participants d'intégrer un ensemble d'attitudes et de comportements qui visent à résoudre les difficultés par le dialogue et non par le rapport de force. Ok. Tu vois ?
Et alors ça, c'est son deuxième champ d'intervention. Il y en a un autre, puisque ce médiateur peut également accompagner toutes les problématiques relationnelles, et je te dirais même quand il ne s'agit pas de situations conflictuelles. Tu vois, ça peut être deux amis qui ont un projet commun et qui veulent anticiper sur des situations qui pourraient venir dégrader leur relation et puis faire capoter le projet. Ça peut être un couple qui peut être accompagné sur une réflexion sur leur projet de vie. Ça peut être dans une famille. Il n'y a pas de limite, en fait, à l'intervention de ce professionnel de la relation, parce que, comme je l'ai dit, c'est un pédagogue qui saura faire réfléchir ses interlocuteurs sur ce qui donne du sens à l'existence. Et ce qui donne du sens à l'existence, c'est d'avoir des relations de qualité. Non, mais je trouve que c'est vraiment innovant ce que tu dis là, parce que on pense toujours au médiateur qui vient comme le pompier qui va éteindre les flammes. Mais en fait, ça peut être aussi la personne qui va dire comment ne pas allumer le feu. Je trouve que ça sort tellement de l'idée qu'on peut avoir de la personne qui vient régler le conflit et juste qui vient anticiper, en fait, avant même qu'on imagine que quelque chose de mal puisse arriver, comme on sait que ça va arriver, on va prendre un temps d'avance. Moi, je trouve ça intéressant. Mais là, pour le coup, t'es pas entré dans le détail de ce que tu fais dans ton rôle, dans ta profession de médiateur, parce que il mène un processus qu'on appelle structuré, je crois, un processus d'entretien. Oui, c'est vrai, quand le médiateur professionnel intervient, il y a ce que tu dis, c'est-à-dire le processus structuré, il y a aussi les éléments de posture, il y a sa déontologie, il y a une garantie qui est vraiment très importante, c'est la garantie de confidentialité que le médiateur offre en fait aux parties qui viennent le voir dans le cours d'une médiation. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours étonnant d'entendre des médiateurs qui peuvent raconter des échanges qui ont pu avoir lieu lors des médiations. Ça, c'est complètement à l'encontre de la déontologie du médiateur. On en parlera la prochaine fois. Ok.